Une histoire vraie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en 2019. Je sortais d'une rupture amoureuse, mon ex-fiancé m'avait trompée, j'étais dévastée, déroutée, désemparée et je commençais même à déprimer. Je ne souhaitais plus aller au travail parce qu'on travaillait dans la même société. J'ai donc pris quelques jours de congé. J'ai discuté avec des amis de ce qui s'est passé pour me sentir mieux et arriver à m'en sortir. L'une de mes amies, qui habitait en Turquie, m'avait dit qu'elle était sur le point de me contacter parce qu'elle voulait me parler d'une opportunité d'emploi à Istanbul. Et que si j'étais intéressée, il fallait que je me décide très vite. J'ai réfléchi, pesé le pour et le contre, et décidé de m'embarquer vers cette nouvelle vie qui ne pouvait me faire que du bien. J'ai donc quitté mon travail, préparé ma valise, des vêtements chauds parce que je voyageais en décembre, ainsi que le nécessaire de toilette, et j'ai pris de l'argent, bien évidemment. C'était la première fois que je prenais l'avion toute seule. J'avais un peu d'appréhension pendant le vol. Je me demandais si j'avais pris la bonne décision et si c'était raisonnable de tout quitter du jour au lendemain. Une fois arrivée à l'aéroport d'Istanbul, Atatürk à l'époque, et avoir pu récupérer mes bagages, je me suis subitement retrouvée toute seule dans un pays que j'avais visité une seule fois en tant que touriste, dont je ne connaissais pas grand-chose et dont je ne maîtrisais pas les codes ni la langue. À un moment, j'ai eu un peu peur, puis j'ai pris mon courage à deux mains et me suis dirigée vers la sortie. J'avais l'adresse où habitait mon amie, qui au début m'avait dit qu'elle allait venir à ma rencontre à l'aéroport, pour ensuite me dire qu'elle avait un empêchement et qu'il me suffisait de communiquer son adresse au chauffeur d'une navette ou d'un taxi qui sont stationnés à la sortie de l'aéroport et qu'il allait m'y déposer. J'étais presque arrivée à la sortie quand j'ai entendu quelqu'un me parler en français. Au début, j'étais surprise. Puis il a répété sa phrase. Est-ce que vous voulez un taxi? En me retournant, j'ai vu un homme de petite taille aux cheveux noirs. Sans même y réfléchir, je lui ai répondu oui. Il m'a demandé donc de le suivre, ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée devant un grand van noir. Le chauffeur était sorti du van pour s'occuper de mes bagages. Il m'avait demandé de m'installer, ce que j'ai fait sans me faire prier, puisque je commençais à ressentir la fatigue du voyage qui a duré à peu près 5 heures. Ensuite, le chauffeur m'a demandé de lui communiquer l'adresse. À l'aéroport, j'avais échangé quelques dollars moyennant une importante commission et j'avais acheté une puce turque à un prix exorbitant et avait pris le soin de la mettre dans mon téléphone et m'assurer qu'elle fonctionnait. J'ai donc tant bien que mal réussi à envoyer l'adresse par WhatsApp au chauffeur Ahmed qui, par miracle, parlait arabe, ma langue natale, puisqu'il était natif d'une région turque limitrophe de la Syrie qui maîtrisait l'arabe. On a échangé un peu, cet homme était assez sympathique. Le sentiment de désarroi et de peur grandissait dans mon cœur. Vous connaissez ce sentiment quand une petite voix au fond de vous essaie de vous dire de faire attention, ou comme un mauvais pressentiment. La route était longue et je découvrais en même temps la beauté d'Istanbul la nuit. C'était sublime. J'ai prévenu mon amie en cours de route que j'arrivais. Elle-même n'était pas à la maison, mais m'avait promis d'y être une fois que j'y serais arrivée. Et tel était le cas. J'ai remercié le chauffeur qui, puisqu'on avait sympathisé, m'a proposé de le contacter si j'avais besoin de quoi que ce soit. Mon amie m'a dit qu'elle était heureuse de me recevoir et que, malheureusement, elle n'avait pas eu le temps de préparer quelque chose à manger pour moi. Je lui ai dit que ce n'est pas grave, puisque je n'avais qu'une envie, c'était de m'allonger et me reposer enfin. Après m'avoir fait le tour de l'appartement, qui était composé de 2 chambres, l'une occupée par mon amie et sa cousine, et l'autre occupée par une colocataire,
je me suis finalement assise sur le canapé pour subir un interrogatoire de la part de mon ami sur les péripéties du voyage, la rupture douloureuse, ce que devenait ma vie, mes projets. Je répondais en me demandant quand est-ce que j'allais enfin pouvoir me reposer. La veille, je n'étais pas arrivée à m'endormir. La discussion s'est prolongée jusque tard dans la nuit. À chaque fois que je m'excusais de ne pouvoir continuer, mon ami relançait un autre sujet jusqu'à ce que je me suis mise à pleurer de fatigue, de frustration, et ma famille qui me manquait tellement. Mon ami s'est finalement décidé à aller dormir. L'appartement était situé au sous-sol d'un immeuble de 5 étages, au milieu d'un boulevard très animé, Osman Bey. Je n'avais pas dormi de la nuit. Le lendemain, la cousine de mon ami et sa colocataire s'étaient réveillées de bonne heure pour se rendre respectivement à leur travail et université. Mon ami est venu me réveiller vers 8 heures pour m'informer qu'on allait sortir faire quelques courses pour pouvoir préparer le petit déjeuner. Malgré la fatigue qui était toujours présente, j'étais fascinée par ce nouveau monde et j'avais hâte de créer des repères dans ma nouvelle vie. Une fois dehors, je me suis sentie beaucoup mieux, à vrai dire. Il faisait froid, j'avais donc mis mon manteau et mes bottes, mais cet air frais m'a revigorée. Je me souviens encore qu'on était allé chez une épicerie pour acheter du fromage, des légumes et du pain. Je n'avais rien saisi de la conversation entre mon ami et le vendeur qui s'était déroulée en turc. Ensuite, nous sommes retournés à la maison pour préparer un petit déjeuner typique turc. Ensuite, mon amie m'avait dit qu'elle avait parlé à la dame chez laquelle j'allais travailler et qu'elle m'attendait le soir même et que je devais me débrouiller pour trouver un moyen de transport. Je me suis mise à réfléchir et j'ai presque de suite pensé à contacter Ahmed, le chauffeur qui m'avait ramené de l'aéroport. Toujours aussi galant, il m'avait expliqué que cette adresse se trouvait du côté opposé d'où j'étais en ce moment et que nous allions traverser Istanbul du côté européen au côté asiatique. Je n'avais presque pas défait mes bagages. J'avais simplement pris quelques vêtements de rechange, ma brosse à dents, mais mes valises étaient encore bien rangées. Le soir, vers 18h30, Ahmed est venu comme prévu. J'ai remercié mon ami en prenant soin de lui offrir le cadeau que je lui avais ramené, une robe en soie traditionnelle. Un écrivain célèbre. Bonjour, je m'appelle Lara, j'ai 38 ans et je suis écrivain. Je suis divorcée à 2 reprises, sans enfant. Je vis entre Rio de Janeiro et Casablanca. Toute petite déjà, j'attendais avec impatience le moment où j'allais dormir, parce que ça voulait dire que l'un de mes parents allait me lire une histoire. Et cette histoire était synonyme d'un monde merveilleux et magique qui s'ouvrait à moi. J'imaginais tout dans les moindres détails, les personnages, leurs traits de caractère, l'environnement dans lequel ils vivaient. Ensuite, quand j'ai appris à lire, mes parents ont commencé à m'acheter des livres. Bien sûr, j'ai commencé avec des bandes dessinées comme Picsou et Donald Duck. Après, quand j'ai grandi un peu, vers l'âge de 10 ans, mon père m'a emmenée pour la première fois au salon du livre et m'a dit que je pouvais choisir tous les livres qui me plaisaient. Je ne me suis pas fait prier. Je me souviens avoir passé des heures à flâner et à chercher des romans. J'étais impressionnée et émerveillée.
Je me sentais dans mon élément au milieu de cet univers. J'ai continué à lire en grandissant. Je me suis découvert tour à tour une passion pour l'investigation, les romans à l'eau de rose et le développement personnel. Au moment de choisir les études que j'allais suivre après le baccalauréat, j'ai choisi de devenir ingénieur en informatique parce que c'était tendance à l'époque. J'ai par la suite travaillé en tant qu'analyste programmeur. Je me souviens que j'étais très malheureuse à l'époque. Je n'aimais absolument pas ce métier et je n'étais pas épanouie. Après 5 ans passés avec cette compagnie, un peu après la crise de 2019, ils ont décidé de me licencier sans raison apparente, comme ils ont licencié une bonne partie de mes collègues. Le lendemain de mon licenciement, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire de ma vie. J'avais un sentiment de joie d'avoir quitté un emploi que je détestais, mêlé à de la peur du lendemain et de l'avenir. L'expérience en soi était traumatisante parce que du jour au lendemain, mon avenir n'était plus assuré et je devais tout recommencer. J'ai décidé de prendre un peu de temps pour me retrouver avec moi-même et savoir ce que je voulais faire de ma vie. Je me souviens que c'est à cette époque-là que j'avais commencé à écrire tout ce qui me passait par la tête. Quand j'étais heureuse, j'écrivais. Quand j'étais triste, j'écrivais. Et plus j'écrivais, plus j'arrivais à affiner mon style et à mieux décrire les événements et à faire vivre les personnages. Écrire est également devenu une thérapie pour moi. En parallèle, j'ai continué à lire énormément. J'avais découvert la technique de la lecture rapide qui, comme son nom l'indique, permettait de lire vite tout en comprenant ce qu'on avait lu. Sans vraiment y croire, après quelques mois, j'avais pris mon courage à deux mains et recommencé à postuler à des emplois liés à l'informatique. Un jour, j'étais sur Facebook et j'ai lu l'annonce d'un concours d'écriture. Il fallait écrire une histoire de 50 pages composée d'un certain nombre de mots et l'envoyer à l'adresse mail mentionnée et le délai était assez court. Je me souviens que je n'ai même pas réfléchi. J'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire une histoire d'amour avec beaucoup d'intrigue, de suspense entre un médecin et une artiste. Je n'ai presque pas lâché mon ordinateur pendant 5 jours. J'écrivais, ensuite je relisais le chapitre. Quand je l'avais terminé, le corrigeais et passais ensuite au chapitre suivant. Mes parents et mon frère me regardaient, perplexes, tout en se réjouissant de constater que j'avais repris goût à la vie. Je me souviens avoir lu et relu mon roman plusieurs fois. J'avais peur qu'il ne soit pas à la hauteur. Peur de ne pas avoir de style. Peur parce que je n'avais jamais suivi de cours d'écriture auparavant. Le dernier délai pour envoyer mon roman était arrivé et j'étais là, devant mon ordinateur. Tout était prêt. Il fallait juste que j'appuie sur le bouton « Envoyer ». J'ai mis un bon moment avant de me décider enfin à appuyer sur la touche « Envoyer ». Enfin, les dés étaient jetés. J'ai continué à y penser et à angoisser pendant quelques jours, et puis je me suis dit que ce que j'avais écrit n'était probablement pas à la hauteur, puisque ce concours était ouvert au monde entier. Je n'y ai plus vraiment pensé.
J'ai donc vaqué à mes occupations et continué à postuler. Je consultais souvent ma boîte mail au moins une fois par jour parce que je voulais savoir si l'un des recruteurs m'avait répondu. Et je me souviens très bien de ce jour-là, comme si c'était hier. J'ai vu un email et je l'ai ouvert sans vraiment lire son objet attentivement. Et au fur et à mesure que je lisais, j'ai réalisé qu'une chose incroyable était en train de se passer. Cet email était de la part des organisateurs du concours d'écriture qui m'informaient que j'avais remporté le premier prix de littérature et que je devais les contacter par email pour leur envoyer mes informations personnelles pour qu'ils puissent me contacter par téléphone. Je n'en croyais pas mes yeux et je pense avoir lu cet email une vingtaine de fois pour m'assurer que c'était réel. J'ai sauté de joie, j'ai mis de la musique et j'ai dansé jusqu'à être essoufflée. J'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents, j'ai appelé mon frère qui était en pleine réunion. Ils se sont tous réjouis pour moi, non sans avoir quelques craintes. L'après-midi, encore tout euphorique de cette nouvelle incroyable, j'ai envoyé mes informations à l'adresse indiquée. Après quelques heures, un monsieur très charmant m'a contacté pour me féliciter d'abord. Par la suite, il m'a expliqué que la remise des prix allait se faire à Rio de Janeiro au Brésil, que cet événement serait télévisé et que les organisateurs allaient prendre en charge les frais ayant attrait à mon voyage, comme mon billet d'avion ainsi que l'hôtel. Il prévoyait également de me remettre un chèque d'une valeur de 100 000 euros. Je l'ai remercié chaleureusement et me suis mise à rêver, imaginer ce qui allait se passer par la suite. La suite était effectivement comme dans un rêve. J'ai été très bien reçue au Brésil, pays que je visitais pour la première fois. La cérémonie de remise des prix était grandiose. J'ai été interviewée par beaucoup de chaînes télévisées, divers médias, et j'ai vécu une expérience inoubliable. J'ai été contactée par plusieurs maisons d'édition. Dans la foulée, mon meilleur ami est devenu mon agent. J'ai écrit plusieurs livres et bon nombre d'entre eux sont devenus des best-sellers et ont été traduits en plusieurs langues. Et le conte de fées continue et je ferai de mon mieux pour garder les pieds sur terre et le faire durer le plus longtemps possible. J'ai décidé de vivre entre le Maroc et le Brésil parce que ce dernier est devenu mon pays de cœur. Apprendre le français. Bonjour. Si tu as déjà essayé de passer d'un niveau débutant en français à un niveau intermédiaire ou d'un niveau moyen à un autre avancé et que tu n'as pas su comment le faire, ni quelles sont les étapes à suivre, si tu as suivi plusieurs méthodes sans succès, si tu as abandonné en cours de route, je comprends ce que tu ressens et j'ai la solution à tous tes problèmes. Aujourd'hui, je vais partager avec toi la stratégie secrète qui m'a permis de progresser en anglais. Ne t'inquiète pas, parce que cette technique est valable pour toutes les langues. Avoir une prononciation quasi parfaite, pouvoir comprendre les films et séries en anglais sans sous-titres, parler avec des personnes des États-Unis en toute fluidité, et ce, avec des étapes simples, accessibles à tout un chacun et surtout amusantes, parce que apprendre une langue ne doit pas être ennuyeux et ne se fait pas que dans les livres. Et en appliquant cette même stratégie, tu pourras améliorer ton français facilement.
Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin pour être sûr de ne rater aucune étape. Les réseaux sociaux. Quel que soit ton âge, l'endroit où tu vis, ton travail, je suis prête à parier que tu passes une bonne partie de ta journée sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. C'est un fait accompli et on peut difficilement y échapper. Alors, pourquoi ne pas saisir cette occasion pour perfectionner ton apprentissage du français? Cette technique est très simple mais puissante. Elle consiste à suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui parlent, communiquent en français. Veille à suivre des personnes dans différents domaines, par exemple la cuisine, la décoration, le bricolage. Ceci te permettra d'étoffer ton vocabulaire et de pouvoir aisément discuter de plusieurs sujets. Plus tu écouteras des personnes dont le français est la langue maternelle, plus tu pourras comprendre les nuances de cette langue et toutes ses spécificités. D'ailleurs, je viens de lancer ma seconde chaîne et j'y ai déjà publié des vidéos. C'est une chaîne généraliste où l'on va tester des produits, faire des recettes, vlogs, routines, donc elle te sera très utile si tu veux améliorer ton français en général et apprendre des mots, des phrases et expressions purement françaises. Je te conseille de voir les vidéos en français, sous-titrées en français, parce que de cette manière, tu pourras écouter la phrase, voir comment elle s'écrit, tout en regardant le geste que je fais. Ce qui va t'aider grandement pour apprendre et te rappeler des mots que tu as appris. Si tu es débutant en français, tu peux commencer par regarder la vidéo en français et changer les sous-titres pour qu'ils correspondent à ta langue préférée puisque les vidéos sont traduites. Et ensuite, quand tu seras plus confiant, tu pourras passer à la première méthode que j'ai expliquée, à savoir regarder les vidéos en français, sous-titrées en français. J'ai également un compte Instagram et TikTok où j'explique les expressions françaises de manière simple et amusante. Tu trouveras toutes les informations dans la barre de description. Écouter un podcast. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un podcast? Un podcast est une émission qui avant était diffusée à la radio. Généralement, un podcast traite de sujets qui se ressemblent, par exemple la beauté, comment créer un business ou le développement personnel. On y recevait un ou plusieurs hôtes qui discutaient, donnaient leur avis sur un sujet. Ce concept existe toujours, mais il n'est pas facile d'accéder à la radio de nos jours, ou plutôt d'être intéressé par l'écoute de la radio. Sauf si, par exemple, tu es dans ta voiture et tu es en train de conduire. C'est pour cela que le concept de podcast a été exporté vers des plateformes spéciales comme Apple Podcasts, Spotify ou encore Google Podcasts, qui sont toutes gratuites. Je pense que nous avons tous au moins une de ces applications sur notre téléphone, ce qui facilite l'écoute d'un podcast ou même le téléchargement d'un épisode, ce qui veut dire que tu pourras écouter ce podcast à n'importe quel moment où que tu sois. Maintenant que tu sais ce qu'est un podcast, si tu te souviens, je t'avais dit que pour apprendre une langue, il faut apprendre à écouter cette langue. Et c'est là où réside l'importance d'écouter des podcasts en français qui vont t'aider énormément à progresser. Le même principe pour les réseaux sociaux s'applique aux podcasts. Abonne-toi à des personnes qui proposent des sujets divers et variés et suis plusieurs personnes. Certaines vont parler lentement, d'autres vite, et c'est comme cela que tu pourras habituer ton oreille à non seulement écouter du français, mais à s'adapter, surtout pour comprendre. Pour te faciliter la tâche, j'ai créé un podcast que tu pourras suivre gratuitement
où on va aborder de multiples sujets et tu trouveras également l'audio des textes que je te lis sur YouTube. Le podcast est disponible sur 3 plateformes, à savoir Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. C'est très simple d'utilisation. Bien sûr, tous les liens importants sont dans la barre de description. La lecture. Je sais que nombreuses sont les personnes qui n'aiment pas lire, n'ont pas appris à aimer la lecture quand ils étaient plus jeunes, et ne trouvent pas de plaisir à ouvrir un livre et commencer à lire. Mais sache que la lecture est essentielle si tu souhaites progresser en français. C'est même l'une des clés pour bien t'exprimer en français et former des phrases correctes. À force de lire, tu vas comprendre la structure des phrases, enrichir ton vocabulaire et même te rendre compte que tu comprends mieux le français. Si tu veux te mettre à la lecture, commence par lire dans un domaine qui t'intéresse. Ça t'aidera grandement à aimer la lecture et à progresser. Si tu n'arrives pas à comprendre un mot, essaie de le comprendre dans le contexte de la phrase ou même du paragraphe. Et si jamais tu n'arrives toujours pas à le comprendre, cherche-le dans le dictionnaire. Tu pourras facilement te rappeler du sens parce qu'il sera lié à un paragraphe. Si tu as des enfants, des petits frères ou sœurs, je pense que le cadeau le plus merveilleux que tu puisses leur faire est de leur apprendre à aimer la lecture dès leur plus jeune âge. Si toutefois tu es dans une situation où tu n'arrives ou ne peux pas lire, j'ai une solution pour toi. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé cette série de vidéos sur YouTube où je te lis des textes sur des sujets très variés et je t'encourage vivement à les lire par la suite. Cette technique simple en apparence t'aidera pour la compréhension du texte, la structuration des phrases et l'assimilation. Tu trouveras tous les textes que je te lis sur mon blog françaisavecdunia.com. Écouter de la musique. Ce conseil peut paraître anodin ou extrêmement simple, mais cette technique peut t'aider à apprendre le français, le vrai, celui que l'on parle dans la rue, entre amis ou en famille. Les auteurs de ces chansons écrivent avec un langage simple et accessible à tout un chacun. Les phrases, couplets, se répètent plusieurs fois dans une seule et même chanson, ce qui facilite l'apprentissage et la mémorisation. La répétition est l'un des moyens les plus utilisés et les plus efficaces pour apprendre une langue. Écoute plusieurs artistes qui auront tous un accent différent, un débit différent. Écoute plusieurs styles musicaux, des rythmes les plus lents aux plus endiablés. Cette activité est simple et ne nécessite pas grand-chose de ta part. Les chansons sont généralement courtes, environ 3 minutes, donc tu peux écouter de la musique en allant au travail, à l'école ou même en faisant autre chose. Si tu veux tirer profit de cette méthode, tu peux écouter la musique sur des applications comme Spotify qui te permettent d'écouter et voir les paroles en même temps. Cette option est valable pour la majorité des chansons. Films et séries. Qui n'aime pas regarder des films ou suivre des séries? Si tu es fan de cinéma, cette méthode va te plaire énormément. Elle consiste à regarder des films ou des séries en français. Si tu as un niveau débutant en langue française, je te conseille de mettre les sous-titres dans ta langue maternelle et dès que tu sens que tu commences à comprendre la langue, mets les sous-titres en français. L'une des méthodes les plus puissantes pour apprendre est la visualisation. Si je te donne le choix entre 2 méthodes pour préparer un gâteau au chocolat, voir la vidéo de la recette ou lire cette recette sur un blog, laquelle vas-tu choisir? Probablement, tu vas opter pour la première. Et c'est là où réside la magie d'apprendre le français en regardant des films ou des séries.
puisque tu vois l'acteur qui fait quelque chose et lit en même temps. Le fait de voir l'action va te permettre de la comprendre et te rappeler de sa signification. Sache que tu n'es pas obligé de voir des films français. Tu peux tout simplement regarder des séries préférées en français. Bon courage! Restez motivé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me sens paresseuse. Je n'ai pas envie de faire grand-chose de ma journée. Nous sommes en plein mois de juin et pourtant, ce matin, il a plu et il fait gris. Je me suis réveillée tôt, j'ai pris une douche pour me donner de l'énergie, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Je n'ai pas la motivation nécessaire. J'ai beaucoup de choses à faire. Je travaille pour mon propre compte, mais je crois que je préfère procrastiner. Ce terme est apparu durant ces dernières années et ça veut dire qu'au lieu de faire son travail ou des tâches utiles, on préfère perdre son temps à ne rien faire ou à regarder les réseaux sociaux, par exemple. Ah, les joies de la procrastination. J'ai également appris que le cerveau humain était programmé pour chercher les activités qui nous donnent du plaisir d'un côté, comme par exemple regarder un film, une série ou manger du chocolat ou des chips. Et d'un autre côté, nous permettent de nous reposer comme rester allongé sur le canapé. C'est pour cela qu'il est plus facile de se laisser aller à l'oisiveté et qu'il est tellement difficile, par exemple, de se lever pour faire du sport ou accomplir son travail. Notre cerveau trouve mille et une façons de nous en dissuader. Il te dira, par exemple, aujourd'hui tu es fatigué, tu n'es pas très endurant. Que penses-tu de faire du sport demain? Ou encore, il fait froid, je n'ai pas envie de quitter mon lit douillet. L'une des astuces dans ce cas-là pour tromper ton cerveau est de te dire je vais juste faire du sport pendant 5 minutes. Ensuite, je vais arrêter. 5 minutes, ce n'est pas bien difficile et je n'aurais même pas eu le temps de transpirer. Ensuite, quand tu vas commencer tes exercices, ne t'arrête pas en si bon chemin. Continue. Très vite, tu ressentiras les bienfaits sur ton moral et ta condition physique. Les dernières recherches ont montré que pour qu'une activité devienne une habitude, tu devrais la faire pendant 60 jours, quotidiennement. Ensuite, ton cerveau ne va plus s'y opposer et, au contraire, il va t'encourager à la faire. C'est de cette manière que nous arrivons à bâtir des habitudes et une routine durant notre vie. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire. La volonté, bien évidemment, doit émaner de toi. Par exemple, si tu veux perdre du poids, ça devrait être ta volonté. Si c'est ton conjoint qui te pousse à maigrir et que tu n'en as pas envie, tu ne pourras pas tenir sur le long terme. La volonté te donne la force de commencer et te donne également l'énergie de continuer même quand tu n'en as pas envie.
même quand ça ne va pas ou que les choses deviennent difficiles. Il est important également de se fixer des objectifs. Cette étape aide grandement à avancer dans la vie. Si, par exemple, tu veux commencer à lire un livre par mois, c'est ton objectif principal. Mais pour te faciliter la tâche, dis-toi que chaque jour, tu vas lire 5 pages. Ce nombre de pages est facilement réalisable. Ton cerveau ne va pas s'y opposer et l'effet cumulé fera qu'à la fin du mois, tu réussiras ton objectif qui était de lire un livre par mois. Il est important de raisonner en termes de petits pas, de petites tâches qui, après quelques mois, quelques années, feront que tu vas réaliser des choses dont tu ne te croyais pas capable. Une fois, j'avais vu un haut responsable dans l'armée américaine. On lui avait demandé un conseil pour avoir de la discipline dans la vie et réaliser ses rêves. Le conseil qu'il a donné est très singulier, mais je vous conseille de le suivre parce que c'est vraiment magique. Cette personne a tout simplement dit qu'après son réveil, il fallait faire son lit, ranger son lit. Cet acte très simple et très anodin a des effets insoupçonnés sur notre vie. Le fait de faire ça chaque matin nous donne un point de départ à notre journée. Il nous permet également d'être organisés. Évoluer dans un environnement organisé nous permet d'être plus lucides, d'avoir les idées bien en place et de mieux travailler. Introduire cette simple habitude dans notre vie réduit le stress, nous permet d'être plus concentrés, plus productifs durant la journée. Finalement, je sens que je n'ai plus envie de passer la journée dans mon lit, bien au contraire. Je me sens l'âme d'une guerrière aujourd'hui et je veux conquérir le monde. L'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie. Jacob était très en colère. Jessica l'avait quitté, sans aucune explication. Il ne savait même pas où elle était en ce moment. Il ne pensait pourtant pas qu'elle était capable d'un tel comportement. Certes, leur dispute d'hier était vive, mais il s'était habitué à cela. Jamais il n'aurait cru qu'aujourd'hui, il ne la trouverait pas à la maison une fois rentrée du travail, et qu'elle aurait pris toutes ses affaires, comme si elle essayait d'effacer toute trace de son passage dans sa vie. Elle, l'amour de sa vie, sa moitié, sa confidente, sa meilleure amie. Comment avait-elle pu faire ceci, ou croire un instant qu'il pourrait vivre sans elle? Peut-être que c'était juste passager. Elle a besoin d'un moment pour respirer, se ressourcer. Mais pourquoi ne répond-elle pas au téléphone, ni aux appels, ni aux textos?
Elle qui répond normalement dans la seconde. Devrais-je m'inquiéter ou pas? Je suis sûre que tu ne t'attendais pas à cela. N'est-ce pas, mon Jacob d'amour? Tu penses vraiment que je suis idiote à ce point? Je t'imagine en train de tourner en rond dans la maison comme un lion en cage, en train de fumer ton cher cigare que tu aimes tant, comme tu fais d'habitude quand tu es nerveux, tout en faisant les 100 pas. Ah, Jacob, tu devais y réfléchir à plusieurs reprises avant de faire ce que tu as fait. Tout finit par se savoir et j'ai su. Tu vois, moi aussi je sais faire des surprises finalement. Tu me reprochais tout le temps de ne pas avoir l'esprit d'initiative, de ne pas savoir comment te surprendre. Eh bien, j'ai fini par savoir comment m'y prendre. Pouf! Jessica t'a fait la surprise du siècle et est disparue sans laisser de traces. Tu vas regretter ce que tu as fait et je vais te le faire payer très cher. Moi, qui ai tout fait pour toi, qui t'ai accompagné dans ton ascension, soutenu, remonté le moral quand tu n'y croyais plus, j'ai tout fait pour que tu réussisses. Et c'est comme ça que tu me le rends? Maman avait raison quand elle disait qu'il fallait se méfier des hommes et ne pas avoir une confiance aveugle parce qu'à la première occasion, ils étaient prêts à te trahir.